Un projet de construction, c'est une sacrée aventure. Entre l'idée qui germe et le moment où l'on remet les clés, il y a tout un parcours qui peut parfois faire un peu peur. Alors ici, on va décortiquer ce processus en 6 grandes phases bien claires. L'objectif, transformer ce qui ressemble à un casse-tête en un projet limpide et bien maîtrisé. C'est un peu la question à 1 million, pas vrai? D'un côté, il y a l'excitation de créer quelque chose de nouveau. De l'autre, on angoisse un peu face à tous les défis, techniques, administratifs, financiers. Pour que le rêve ne tourne pas au cauchemar, la clé, c'est de bien comprendre chaque étape. Et c'est justement ce qu'on va faire ensemble. Allez, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par la naissance de l'idée, puis on verra comment on obtient les autorisations nécessaires. Ensuite, comment on choisit les bons partenaires, on suivra le chantier jusqu'à la livraison et on finira par les ingrédients secrets d'un projet réussi. C'est parti! On plonge directement dans la première étape, la conception. C'est vraiment là que tout se joue, bien avant que la première pelleteuse n'arrive sur le terrain. C'est le moment où une simple idée, une intuition, se transforme en un projet technique, concret et réalisable. Voilà, ces 3 éléments, c'est la base de tout. Mais le vrai travail à ce stade, c'est de confronter l'idée à la réalité. Est-ce que la vision colle avec les contraintes du terrain? Est-ce qu'elle rentre dans le budget? En gros, est-ce que c'est faisable techniquement et financièrement? C'est ce que les toutes premières études vont nous dire. C'est fou de voir à quel point les détails comptent dès le début. Prenons un exemple concret. Un projet d'entrepôt près de Chambéry. Le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, pourrait très bien imposer une hauteur maximale ou même un type de toiture particulier, comme des toits à 2 pans, juste pour l'esthétique. Et les réseaux, parlons-en. Un terrain peut avoir l'air parfait, mais si le raccordement électrique le plus proche est à 300 mètres, eh bien la facture de viabilisation va exploser. Anticiper tout ça, c'est juste crucial. La conception, en fait, ça fonctionne un peu comme un entonnoir. Au début, on a l'esquisse, une vision assez large. Puis on passe à l'avant-projet sommaire, l'APS. Là, on commence à figer les choses. L'emprise au sol, la hauteur, les matériaux principaux. Et enfin, on arrive à l'avant-projet définitif, l'APD. Là, on zoome à fond sur les détails techniques. C'est à ce moment-là que les bureaux d'études calculent l'épaisseur des murs, le type de chauffage. Le projet passe du concept à un plan technique ultra détaillé, prêt pour la suite. On passe à la phase 2, et c'est souvent celle qui fait le plus transpirer, la paperasse, les démarches administratives. C'est une étape obligatoire et si on l'anticipe mal, ça peut vite devenir une source de retard monumentale. Le permis de construire, c'est le sésame. Et le dossier de demande, croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple formalité. C'est un dossier super complet qui rassemble les plans de l'APD, une notice qui décrit tout et des attestations techniques. Par exemple, une attestation qui prouve qu'on respecte la réglementation thermique. Ou dans une région comme Rhône-Alpes, une attestation parasismique. Chaque document est une preuve que le projet est conforme à toutes les normes. Un point super important à comprendre ici, c'est le temps. Une fois le dossier déposé, il faut compter 2 voire 3 mois pour que la mairie l'étudie. Mais attention, ce n'est pas tout. Une fois qu'on a l'accord, il y a encore une période de 2 mois qu'on appelle le recours des tiers. Pendant ce temps, des voisins, par exemple, peuvent contester le projet. Donc au total, on parle de près de 5 mois de délai administratif qu'on ne peut pas compresser. Il faut absolument les prévoir dans le planning. Le permis est en poche, super. Maintenant, il est temps de passer du papier à l'humain. Cette 3e phase, c'est celle où l'on va choisir et coordonner toutes les entreprises qui vont concrètement construire le bâtiment. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Chaque corps de métier, le maçon, l'électricien, le plombier, est comme un musicien. Si un seul d'entre eux joue fou ou en retard, c'est toute la symphonie qui est décalée. Et le maître d'œuvre, c'est le chef d'orchestre. Son rôle, c'est de s'assurer que tout le monde suit la même partition, c'est-à-dire le planning. Alors, comment on les choisit, ces fameux musiciens? D'abord, on prépare une partition hyper détaillée, c'est le plan pro. Ce document, il sert à lancer la consultation des entreprises. L'analyse des offres, c'est un moment clé. Il ne s'agit pas de prendre systématiquement le moins cher. Non, on évalue la réputation, la capacité à tenir les délais et surtout le coût global. Un équipement moins cher à l'achat, mais qui consomme énormément d'énergie, c'est un mauvais calcul sur le long terme. Une fois que le choix est fait, on signe les contrats et le chantier peut enfin démarrer. Ça y est, on est au cœur de l'action, c'est la phase la plus visible, l'exécution des travaux. Les plans prennent vie et le bâtiment sort de terre. C'est souvent le moment le plus spectaculaire. La construction, en gros, ça se passe en 2 temps. D'abord, il y a le gros œuvre, c'est le squelette du bâtiment, les fondations, les murs, la charpente. L'objectif, c'est de le mettre hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire le rendre étanche. C'est super important, surtout avant l'hiver en montagne. Ensuite vient le second œuvre. C'est tout ce qui va rendre le bâtiment habitable. L'isolation, les cloisons, l'électricité, les finitions. Bref, on habille le squelette. Pendant que les murs montent, en coulisses, la gestion est intense.
Le suivi de chantier, avec ses réunions toutes les semaines, c'est le véritable cerveau de l'opération. C'est là qu'on vérifie que les plans sont bien respectés, qu'on gère les imprévus parce qu'il y en a toujours, qu'on calme les tensions entre artisans et surtout qu'on garde un œil sur le budget. Chaque demande de travaux en plus est analysée à la loupe pour éviter que les coûts ne dérapent. Le chantier se termine par la réception des travaux. C'est le moment où on fait le tour et on vérifie que tout est nickel. Cette livraison, elle déclenche 3 garanties légales qui sont fondamentales pour protéger le propriétaire. Il y a la garantie de parfait achèvement, d'1 an pour les petits défauts, celle de bon fonctionnement de 2 ans pour les équipements et la fameuse garantie décennale qui dure 10 ans et qui couvre la solidité du bâtiment. C'est un vrai triple filet de sécurité. Bon, on a parcouru tout le chemin. Pour finir, essayons de voir ce qui fait vraiment la différence. Quels sont les facteurs qui distinguent un projet qui roule tout seul d'un projet qui est une source de stress permanente? Le truc vraiment crucial à retenir, c'est que chaque phase a un impact sur la suivante. C'est une chaîne. Si les études préliminaires sont bâclées, on risque de découvrir un problème de sol en plein milieu du chantier. Catastrophe. Si le suivi économique est un peu léger, le dépassement de budget est quasi garanti. Le succès, c'est ça. Une préparation impeccable permet à une équipe compétente de bien travailler. Une supervision rigoureuse assure que tout se passe comme prévu, tout en ayant déjà anticipé les délais administratifs. Voilà une dernière pensée pour la route. On a tendance à se focaliser sur ce qu'on voit, le béton, l'acier, les murs qui montent. Mais peut-être que la fondation la plus solide d'un projet, celle qui garantit vraiment sa réussite, elle est invisible. C'est la rigueur de la préparation et l'intelligence de la planification. C'est vraiment là que tout se joue.